Europe 1, qui vive Raphaël Antoven. La France a pris feu il y a quelques semaines autour de la question de savoir s'il fallait ou non republier les 3 infâmes pamphlets de Louis-Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre, Les Beaux Draps et L'école des cadavres. Certains trouvaient cette publication dangereuse et susceptible d'attiser des vocations. D'autres estimaient que ce qui était dangereux, c'était, en refusant de les publier, d'en réserver la lecture aux érudits et aux idéologues, et qu'une édition critique savamment annotée ne ferait de mal à personne. Or, d'une certaine manière, cet appareil critique, il existe déjà. On le trouve dans la Somme, écrite à 4 mains, par Annick Durafour et Pierre-André Taguieff, Céline, la race, le juif, paru chez Fayard. Quel est le genre d'homme que vous aimez le plus? Le constructeur. Et que vous détestez le plus? Le destructeur. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas en Dieu. Non, je suis positiviste. Je ne m'aurais pas mieux d'y croire, mon Dieu, certainement, je suis mystique. Mais le bon Dieu, même, mon Dieu, il n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup aux choses qui m'intéressent. Non, ça vraiment, non. Mon cher Youtre, mon cher tyran culotté, allons tous ensemble, je vous implore, montrez-vous mon atroce cher cruel maître, daignez, ô mon chéri monstre, trop discret crucificateur, trop rare à mes yeux, je vous adore. Ceci est la prière de l'Arien dans Bagatelle pour un massacre. Bonjour Annick Durafour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, bienvenue dans Qui vive. C'est de Céline qu'on va parler, plus précisément de l'antisémitisme hallucinant de Céline et tel qu'il est contenu dans les 3 pamphlets dont on a beaucoup parlé les semaines passées. Alors, on vient d'entendre la voix de Céline dans un entretien qu'il a donné à Meudon en 1961, et puis donc quelques mots de la prière de l'Arien dans Bagatelle pour un massacre. Dans le documentaire d'où cette voix est extraite, le procès Céline, réalisé par Antoine Demeaux, vous-même expliquez que Céline tient un double langage. Quand il parle du destructeur, il pense aux juifs, et quand il parle du constructeur, il pense à l'Arien blanc, c'est ça ? Oui, tout à fait. Cette opposition entre le juif et l'arien, le destructeur, le constructeur, c'est en fait un lieu commun de la propagande hitlérienne. Pour Hitler, l'arien est le Prométhée de l'humanité. C'est le créateur de civilisation. Pour Céline, dit à l'arien les vertus de la guerre et du travail, etc. Donc effectivement, il dit à mots couverts, en fait, toujours cette opposition entre le juif et l'arien. Il pense toujours dans les mêmes termes. Simplement, il s'adapte à son public et il parle à mots couverts parce que évidemment, il ne va pas dire comme ça. Et comment expliquez-vous le passage de la forme romanesque à la forme pamphlétaire chez Céline ? Qu'est-ce qui fait que l'auteur du Voyage au bout de la nuit s'est mis à écrire Bagatelle pour un massacre ? Alors, il y a plusieurs raisons. Après Morat Crédit, ça a été un long travail. Il a un peu déçu effectivement par la réception, qui tombe au mauvais moment, c'est-à-dire en plein dans les élections du Front populaire. Il envisage un petit boulot. Et le petit boulot, il va le trouver en fait dans Mea culpa, qui est un pamphlet anticommuniste, mais aussi anti-humaniste, anti-progressiste, radicalement anti-humaniste. C'est là qu'il explique que toute forme d'optimisme est une imposture et que comme on se débarrassera jamais des optimismes, le sort de l'homme ne s'améliorera jamais. Oui, exactement. Oui. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles, en fait, il passe au pamphlet, et à Mea culpa en particulier, c'est tout simplement la vague antisémite qui arrive, qui atteint son apogée en 37-39, et Céline s'engouffre, en fait, dans cette vague antisémite. Alors quand on dit il passe de voyage au pamphlet ou de... C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait Céline, on le sait, était antisémite par exemple dans l'Église. La pièce est écrite en 27-28 et le 3e acte met en scène Judenzweck, le but juif, qui manœuvre au sein de la SDN, qui est déjà assimilé aux termites, qui vont dominer le monde, enfin qui pourraient dominer le monde, etc. Donc l'antisémitisme est là, on peut dire qu'il est peut-être oublié, atténué, étouffé, on ne sait pas bien, retenu pendant la rédaction de Morat Crédit. Maintenant, il est déçu par la réception et puis il a envie de se racheter finalement de ces accusations de grossièreté, de vulgarité. En fait, quand il écrit Mea culpa, il se pose en homme qui pense politique. Là, c'est sérieux, c'est du solide. Et donc, il s'engage, là, véritablement, et il jette le masque. Puis après Mea culpa, donc il écrit Bagatelle pour un massacre en 37, L'école des cadavres en 38, et lui-même
présente ses ouvrages dans une lettre au docteur Walter Strauss. Il lui dit « Je viens de publier un livre abominablement antisémite, je vous l'envoie. Je suis l'ennemi numéro 1 des Juifs. » Et d'ailleurs, ça coïncide avec le moment où il se rapproche lui-même des milieux d'extrême droite français, pro-nazis. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ouvrages, ces pamphlets de Céline, sont controversés chez les nazis eux-mêmes, Annick Durafour. Oui, alors en fait, il y a une personne, c'est Bernard Père, qui est envoyé par le bureau. Travaille au service de la propagande. Il est envoyé par Rosenberg. Il vient en France, il fait un rapport. Alors Rosenberg, c'est le théoricien du nazisme. Il faut préciser les choses parce que son nom ne l'indique pas a priori. Oui, effectivement, vous avez raison. Et donc lui, effectivement, il fait un rapport critique sur la politique de l'Institut allemand, qui est une antenne culturelle de l'ambassade, dont le directeur Karl Epting soutient complètement Céline. Donc il reproche à Céline effectivement ce caractère ordurier, mais il note tout de même la conformité idéologique. Céline a les bonnes conceptions raciales, mais est-ce vraiment la personnalité qu'il faut promouvoir pour soutenir le national-socialisme. Mais à part ça, il faut dire quand même que Céline est appréciée évidemment par Karl Epting qui travaille pour l'ambassade. Il faut dire un mot de Karl Epting parce que tous les auditeurs d'Europe 1 ne le connaissent pas. Oui, donc c'est le directeur de l'Institut allemand, qui est une sorte d'antenne culturelle de l'ambassade, qui organise des cours, enfin qui anime la vie culturelle finalement sous l'occupation. Et Junger d'ailleurs se moque un peu de Karl Epting qui le voit véritablement ensorcelé par Céline. Céline est un peu sa danseuse, dit-il. Donc, par ailleurs, on peut dire que Bagatelle est traduite en allemand par Pfannstiel, qui alors lui-même a traduit des discours de Hitler, qui va travailler au service des sociétés secrètes. Et donc Bagatelle est traduit sous le titre La conjuration juive en France. Donc vous voyez que la désapprobation n'est pas générale. Non, la désapprobation n'est pas générale, mais il serait faux de faire de Céline un nazi. Dernière question avant qu'on fasse une petite pause. Oui et non. C'est-à-dire que Céline, je le vois moi comme vraiment le porte-voix, le porte-parole de la propagande hitlérienne en France. Ce qui est la thèse et le propos de votre livre, oui. Céline, la race, le juif, paru chez Fayard, Annick Durafour. On revient sur toutes ces questions terribles en votre compagnie, juste après ça. Qui vive sur Europe 1. Raphaël Antoven. La distinction scolaire entre l'homme et l'œuvre est inapplicable au cas de Louis-Ferdinand Céline. Parmi les écrivains maudits, il est celui qui exerce la fascination la plus grande et inspire la pire des répulsions. Il y a d'une part ceux qui ne voient ou ne veulent voir en Céline que le créateur de formes littéraires inouïes, le révolté, le réfractaire admirable, et d'autre part ceux qui sont enclins à ne voir en lui que le raciste, l'antisémite, le pro-nazi, voire le nazi lui-même, ou le collabo, celui qui, au regard de l'histoire, s'est engagé du mauvais côté. Alors c'est Annick Durafour que nous recevons aujourd'hui pour parler de l'antisémitisme de Louis-Ferdinand Céline. Annick Durafour qui signe un livre intitulé Céline, la race, le juif, chez Fayard, à 4 mains avec Pierre-André Daguerre. Vous ne croyez pas à votre violence, enfin vous ne la concevez pas, vous ne l'imaginez pas. Je ne me vois pas violent du tout. Oh mais pas le moins du monde, je n'ai jamais été violent. Je m'en soignais avec beaucoup de douceur, si j'ose dire. Tous ceux qui m'ont approché, j'ai sauvé énormément de gens et d'animaux à la guerre. J'ai vécu dans bien des milieux, mon Dieu, bien violent. Je dis, j'ai vécu dans la violence. Mais moi-même, je ne la veux absolument pas. Et les livres très fâcheux que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire m'a donné raison, mais pas les hommes. Bon, ça, c'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Annick Durafour, dans son entretien avec Pierre Dumayet en 1957, Céline explique être l'homme le plus doux du monde. Par exemple, dans les soins qu'il donne à des malades quand il exerce la médecine, ou bien l'attention qu'il porte aux animaux, et c'est vrai qu'il y a des pages sublimes sur les animaux dans Le Voyage au bout de la nuit. Mais que devant le massacre et les précipices annoncés, il fallait alerter les hommes et dire quelques bagatelles, il fallait dénoncer les causes de la guerre. Est-ce à dire que c'est par pacifisme que Céline est devenue antisémite, ou que son pacifisme et son antisémitisme se sont tenus la main, ont cheminé ensemble?
Alors le pacifisme, c'est surtout la légende d'après-guerre. Là, quand on entend Céline parler de cette voix très douce, en fait, il joue un rôle. C'est Lucette qui le dit, que Céline module très bien sa voix. Lucette, l'épouse. C'est Madame Céline. C'est Madame Céline. Voilà. Et elle dit qui vit toujours d'ailleurs, qui a 105 ans à l'heure où nous enregistrons cette émission. Et donc elle dit qu'ils riaient beaucoup tous les deux après les interviews de Céline, après son numéro de vieillard hésitant. Il y a une mise en scène. Céline, c'est une image il met composite. sa propre douceur en scène, il veut plaire Tout à fait. Ah oui. Mais bien sûr. Disons qu'il est en promotion publicitaire. Enfin, il faut se faire entendre par le public. Il sait très bien le décalage idéologique énorme qu'il y a entre lui et le public. Mais alors, sur le pacifisme, pour résumer les choses, est-ce qu'en gros, est-ce que j'ai raison si je dis la guerre, c'est les Juifs, par conséquent, être pacifique, c'est lutter contre le sacrifice de bons petits Ariens blancs pour une guerre qui n'est que celle des Juifs? Alors, la guerre juive est démocratique parce que pour les antisémites et collaborationnistes parisiens, en fait, les démocraties, les juifs, tout ça, c'est pareil. Sont gangrénés en leurs principes. Voilà. L'émergence du fait démocratique est contemporaine de l'influence du judaïsme. Donc, c'est comme ça que les antisémites analysent la chose. Oui, tout à fait. Céline dit la démocratie n'est que le paravent de la dictature juive. Donc, c'est un thème, là encore, désolé d'y revenir, mais un thème de la propagande hitlérienne. Hitler lui-même déclare que, en gros, ce sont les Juifs qui risquent de provoquer une guerre mondiale, et dans ce cas-là, ce ne sont pas les Ariens qui seront exterminés, mais les Juifs qui disparaîtront, etc. C'est une prophétie qu'il répète à plusieurs reprises. Il dit ceci: la guerre pour la bourgeoisie, c'est dans Bagatelle pour un massacre. La guerre pour la bourgeoisie, c'était déjà bien fumier, mais la guerre maintenant pour les Juifs. Je peux pas trouver d'adjectif qui soit vraiment assez glaireux, assez myriakilogrammique en chiasse, en carie de charogne verdoyeuse pour vous représenter ce que cela signifie. Une guerre pour la joie des Juifs. C'est vraiment bouffer leur gangrène, leur pire bubon. C'est dire quand même, Annick Durafour, que ici, le pacifisme et l'antisémitisme de Céline convergent. Les deux folies, en l'occurrence, convergent. Oui, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que si vous lisez Bagatelle, en fait, le thème de la guerre... Est-ce qu'il souhaite la paix ou est-ce qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne, en fait? C'est ça ma question. Il souhaite évidemment la victoire de l'Allemagne. Mais il pense... alors, le pense-t-il vraiment? Je n'en sais rien, mais il dit que Hitler, c'est la paix. Hitler, c'est la vie. Il soigne son peuple, etc. Il croit peut-être à ce discours, apparemment pacifique d'Hitler. Si Hitler, écrit Céline, si demain Hitler me faisait des approches avec ses petites moustaches, je râlerais comme aujourd'hui sous les Juifs. Mais si Hitler me disait « Ferdinand, c'est le grand partage, on partage tout », il serait mon pote. Il dit ça, juste avant il disait « Je me sens très ami d'Hitler ». On est dans l'école des cadavres. Et c'est là qu'il dit « Qu'avons-nous à perdre dans une alliance franco-allemande ? Les Juifs ». C'est étrange quand même. On est toujours fasciné devant une telle obsession. Mais ici, on a le sentiment que cette obsession est à la fois un pivot, un levier, un prétexte et une source vive. Oui, tout à fait. Les Juifs sont à la fois l'origine du mal, la synthèse du mal. C'est le mot qui explique tout. Mais il faut noter que ce thème, ça va avec le conspirationnisme, le grand complot mondial. Céline dit que, en fait, toutes les guerres et toutes les révolutions sont des pogroms d'Ariens organisés par les Juifs. Ça veut dire que le pogrom, c'est évidemment la persécution subie par les Juifs, est un obstacle à la réglementation, et il faut minimiser, nier les persécutions subies par les Juifs, quitte à les renverser. Quitte à les renverser, les Juifs sont responsables des guerres et des révolutions. Urbain Goyer, son inspirateur, c'est un célèbre polémiste antisémite, accusait déjà les Juifs d'avoir provoqué la guerre de 14. C'est vous dire que le motif... Celle-là aussi ?
Celle-là aussi, oui, oui. Donc, vous voyez, c'est un peu aussi, là aussi, un lieu commun, un topos de la propagande antisémite, quoi. Et alors, parmi à l'intérieur de cet antisémitisme fou, tonitruant, virulent, sans limite, dément, il y a une particularité que j'ai du mal à comprendre, que j'ai découverte, je dois dire, en lisant votre ouvrage, Annick Durafour, le livre que vous avez écrit avec Pierre-André Taguieff, qui est le sentiment que les Juifs sont là pour remplacer musicalement l'émotion aryenne par le tam-tam nègre. C'est-à-dire que l'antisémitisme célinien est un syncrétisme judéo-négrophobe qu'on trouvait déjà dans Le Voyage au bout de la nuit. C'est la seule occurrence antisémite du Voyage au bout de la nuit. Il parlait d'une musique judéo-négro-bolchevique. C'est le seul moment douteux dans Le Voyage au bout de la nuit. Comment expliquez-vous, on entrera dans les détails ensuite, mais quelques mots d'abord, liminaires, sur cette singularité de l'antisémitisme célinien. Pourquoi les Juifs et les nègres ? Alors, d'abord, c'est pas tout à fait une singularité, hein. Vous avez déjà chez Goebbels, peut-être chez Montandon, etc. Ce couplage, hein, judéo-nègre. Alors, Céline définit le juif aussi comme un hybride afro-asiatique, etc. Moi, j'y vois le mélange de la haine et du mépris. Mépris pour les Noirs qu'on trouve alors très clairement dans Le Voyage au bout de la nuit. Ah bien, tout le passage en Afrique, avec les nègres qui viennent recevoir la chicotte à tour de rôle, oui, bien sûr. Qui la donnent eux-mêmes d'ailleurs, Ouais. qui l'appliquent eux-mêmes. Et puis alors il y a plein de phrases comme ça, bizarrement qu'on n'entend pas à la première lecture, mais la négrerie pue sa misère, il parle des nègres sur une cité croisseur, la foule alcaline des nègres. Enfin, la charge est véritablement raciste, beaucoup plus qu'antisémite. Du poète au pamphlétaire, du génie à l'immonde antisémite, retour aujourd'hui sur l'infamie célinienne, juste après ça. Qui vive sur Europe 1. Raphaël Antoven. Qu'est-ce que l'antisémitisme ? Bien qu'il soit un isme, ce n'est pas une opinion, mais c'est une dérive. Ce n'est pas une théorie, c'est le symptôme d'un esprit que la haine, la peur ou le ressentiment font dérailler. Et comme pour toutes les maladies, chaque malade en propose sa version particulière. Aujourd'hui, en compagnie de l'agrégée de lettres Annick Durafour, qui signe chez Fayard un livre, une somme intitulée Céline, la race, le juif, nous décortiquons l'antisémitisme si particulier d'un des plus grands auteurs du XXe siècle, Louis-Ferdinand Céline. Où tu l'as foutu, enfoiré de juif? Foutu quoi? Tu sais très bien de quoi je parle! Arrête, tu me lâches! Putain, tu nous fais quoi, Cartman? Je suis allé à ma maison pour truquer la photo de moi avec la tube de Butters dans ma bouche, mais elle a disparu! Où est-ce que t'as foutu ma photo? Tu me gonfles! Je l'ai pas ta photo à la con! Rends-la-moi, Kyle! Puisque je te dis que je l'ai pas! Je te le jure devant Dieu! Si tu me la rends pas tout de suite, je vais t'exploser ta putain de sale tronche de juif! Ta gueule! Non, toi, ta gueule! T'es un menteur! Et vous deux, vous êtes ses complices! Et ben, vous savez quoi? Vous aussi, vous êtes comme les juifs! Stan, t'es un juif! Et Kenny, t'es un juif! Vous êtes tous juifs! Oh! 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 Et c'est Cartman qui le dit, bien sûr. Alors, Eric Cartman, personnage principal de la série South Park, dont on se sert abondamment dans cette émission, adore s'amuser aux dépens des autres, et en particulier de son souffre-douleur Butters. Et c'est dans ce but qu'il monte un coup génial. Écoutez ça, Annick Durafour, il invite Butters à dormir chez lui, et pendant son sommeil, il se prend en photo avec son zizi dans la bouche. Comme ça, le lendemain, il pourra montrer la photo à tout le monde et faire passer le pauvre Butters pour un infâme homosexuel. Alors, il le fait, mais le lendemain, au moment où il comprend que c'est surtout lui qui passera pour un gay, il ne retrouve plus le cliché. Qui l'a dérobé? Qui pourrait lui en vouloir assez pour commettre cette infamie? Qui d'autre, sinon Kyle, c'est-à-dire le juif? Ce qui est intéressant ici, dans cet extrait, c'est que le juif est un rôle, sans contenu biologique, sans contenu culturel. C'est du racisme formel, fonctionnel. C'est l'ennemi qu'on ne soupçonne pas, c'est l'ennemi de l'intérieur. Est-ce que l'antisémitisme de Céline est de cet ordre-là? Alors d'abord, quand on lit les pamphlets, on s'aperçoit que Céline assimile les juifs et les enjuivés. Je dirais que la haine... Donc la population juive s'étend à ceux qui les aiment. Exactement. D'accord. Exactement. On est contaminé par l'affection qu'on leur porte. Oui, on est aussi dégoûtant, aussi répugnant. On fait partie des ennemis. C'est ce qui faisait dire à Woody Allen que les nazis avaient les idées plus larges que les juifs orthodoxes. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et donc.
Et donc déjà, il y a ça. Il y a que pour lui, les juifs et les enjuivés sont à mettre dans le même sac. C'est à rapporter aussi à sa position, qui est une position complètement extrémiste, radicale, très marginale aussi, enfin relativement marginale en France à l'époque. Il faut le rapprocher de Rebattet et puis des publicistes. Rebattet, il faut préciser, il faut le dire en peu de mots, c'est l'auteur des Décombres, qu'il a fait paraître en 42, qui est un texte ahurissant. C'est beaucoup moins bien écrit que Céline, mais c'est à peu près aussi violent. C'est moins violent au sens où le chapitre qui concerne les Juifs, c'est 5 pages, c'est le ghetto. Alors évidemment, il y a des attaques antisémites ailleurs, mais je dirais que c'est pas le même concentré de haine. C'est moins obsessionnel. Mais là où ça devient obsessionnel, c'est chez Céline. Juste pour revenir au cas Céline. C'est que c'est un ennemi intérieur. Il se représente le juif comme un ennemi intérieur. Enfin, le mot même de enjuivé est intéressant. Il y a une intensification de son antisémitisme. C'est le sentiment qu'on a quand on vous lit. En ceci que le problème racial avec le sentiment de l'ennemi intérieur passe vraiment au centre de ses préoccupations à la fin des années 30. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Céline, je crois, s'il y a autant d'ennemis juifs ou enjuivés, c'est que Céline, en fait, opère une sorte de synthèse, de grand magma, de grand mélange entre différentes formes d'antisémitisme. Il critique la Révolution de 89, comme le fait d'ailleurs Princhard dans Le Voyage, les bobards. Princhard, dans Le Voyage au bout de la nuit, c'est celui que Céline appelle le philosophe. Il apparaît sur 2 pages. Non, le penseur. On l'a fusillé, le penseur. Princhard, il croit pas du tout en la démocratie. Il a une vision noire de l'histoire. C'est 2 pages magnifiques. Je clôt cette parenthèse pour inviter nos auditeurs à s'intéresser au Voyage au bout de la nuit, qui pour le coup est le meilleur Céline. Pardon, à vous. Et donc, comme les contre-révolutionnaires, il reproche aux Juifs d'être les auteurs de la Révolution, puisque la Révolution a profité aux Juifs, les a émancipés. Il reproche aux Juifs de tenir l'or, la banque, etc. Donc là, c'est la tradition socialiste. Ensuite, vous avez la tradition, évidemment, anticommuniste. Le Juif, c'est le bolchevique. Et ça, c'est très important dans le... C'est intéressant parce qu'on retrouve toutes ces dimensions dans Le Voyage au bout de la nuit. Parce que Princhard, c'est celui qui croit pas à la Révolution française. Ouais, donc, alors, il ne parle pas des Juifs, mais pourrait le faire. Quand il arrive à Manhattan, Bardamu dit « Vive dollar, vive dollar !» tout le temps. On a l'impression qu'il va voir des nez crochus, mais il ne s'y aventure pas non plus. Là encore, c'est pas fait. Et c'est systématiquement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Le Voyage au bout de la nuit, en fait, laisse tout cela s'exprimer, mais ne met pas les mots dessus. Ça, c'est très possible. C'est une hypothèse. On peut imaginer ça, que l'antisémitisme est retenu, qu'il s'arrête juste avant. Maintenant, évidemment, il faudrait le prouver. J'avais cette idée, moi, sur la scène de la banque à New York, parce qu'il décrit ça comme une scène religieuse. Et effectivement, il y a une allusion dans le manuscrit qui a été publié, il y a une allusion à Jérusalem, etc., mais avant. Oui, il dit que les gens qui vont au guichet de la banque sont comme au confessionnal. Voilà, c'est ça. Bon, alors là, ce sont des hypothèses. C'est une possibilité. Et puis, on sait qu'il est effectivement déjà avec l'Église. Il a déjà écrit l'Église. On est au début des années 30 quand il écrit Le Voyage au bout de la nuit. Mais si cette hypothèse est recevable, Annick Durafour, ça veut dire que Le Voyage au bout de la nuit est un livre beaucoup plus dangereux que les pamphlets, puisqu'il avance masqué. Non. Et c'est un lecteur fervent du Voyage au bout de la nuit qui vous dit ça, mais enfin. Non, moi je ne dirais pas ça, parce que à partir du moment où l'ennemi n'est pas là, malgré tout, eh bien, on peut estimer qu'il dénonce le culte de l'argent, généralement, sans imputer la faute aux Juifs. Je dirais que dans Voyage au bout de la nuit est un ouvrage beaucoup moins simple qu'on le lit. Enfin, c'est-à-dire qu'on a pris ça pour un ouvrage anticolonialiste, anticapitaliste, etc. Ce qu'il est aussi. Je ne serais pas d'accord avec vous. On ne fait pas l'émission sur Le Voyage au bout de la nuit, je vous promets. On en fera, parce qu'il faut parler de ce livre, oui, tout à fait. De ce livre magnifique et compliqué et sombre. Et Annick Durafour, qui est notre invitée, nous parlons de l'autre Céline, Louis-Ferdinand Céline, l'antisémite Céline.
L'homme qui, dans l'école des cadavres, écrivait notamment « Les juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides, des loupés tiraillés qui doivent disparaître. Dans l'élevage humain, ce ne sont, tout bluff à part, que bâtards gangréneux, ravageurs, pourrisseurs. Le juif n'a jamais été persécuté par les Ariens, il s'est persécuté lui-même. Il est le damné des tiraillements de sa viande d'hybride. » L'heure est venue, Annick Durafour, d'aborder un pan intéressant, si j'ose dire, de l'antisémitisme de Céline, qui est le pan médical. Le juif, c'est le microbe. Et on trouve déjà dans la thèse de Céline, qui précède son écriture romanesque, une fascination pour le bacille, pour le microbe. À quel instant le juif est-il venu prendre la place du microbe dans l'inconscient du docteur Destouches ? À quel moment est-ce qu'il a fallu se débarrasser des juifs comme on se débarrassait d'une lèpre ? Eh bien, objectivement, en 38, dans l'école des cadavres. Hein. Mais on a vraiment une biopolitique, un programme de nettoyage. Oui, racisme d'abord, racisme avant tout, désinfection, nettoyage, une seule race en France, l'Arienne. Oui, la race. C'est le propos d'un médecin. Alors oui, il garde le propos tout le vocabulaire médical. Rappelons que Céline était médecin. Était médecin, oui. Alors effectivement, il travaille dans l'hygiène. Vous savez, il fait des conférences d'hygiène. Il y a l'obsession du microbe. Dans son éducation aussi, on le trouve dans Mort à crédit. Et on a l'impression qu'il passe tout simplement de l'hygiène à l'hygiène raciale, ce qui était l'expression allemande. Hein. Donc le microbe bacille, etc. Ça va être le juif. Ça se condense dans le juif. Alors, ce qu'il faut noter là, c'est que ça aussi, c'est un thème de la propagande allemande et que c'est pas anodin. C'est-à-dire que quand on parle d'une catégorie de population comme de microbes, rats, punaises, etc., il y a Cancrela, il y a vermine. Il y a une déshumanisation qui lève l'interdit du meurtre, en fait. Ce sont les Juifs qui ont coulé l'Espagne par métissage, écrit Céline. Ils nous font subir le même traitement. Nous nous débarrasserons des Juifs ou bien nous crèverons des Juifs par guerre, hybridation burlesque, négrification mortelle. On retrouve cette même ambition, d'abord ce syncrétisme judéo-nègre, mais également quand même l'ambition médicale de purger la société comme on purgerait le corps d'un virus. Moi, ce que je remarque aussi, là, c'est l'alternative. Hein. Nous nous débarrasserons des Juifs ou nous crèverons des Juifs. C'est évidemment une fausse alternative qui avoue en fait le désir de meurtre dans la mort que représente l'autre. Hein. C'est-à-dire que Céline, comme l'Arien... Le juif est un mal mortel, voilà. donc on doit le tuer. Donc voilà, il faut exterminer le juif. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence dans cet antisémitisme outrancier ? Enfin, il y en a plein, mais en l'occurrence, une ambivalence qui vraiment frappe, heurte l'intelligence. D'un côté, le juif, pour Céline, désigne une réalité biologique et culturelle qu'il présente, qu'il essentialise. Hein, vraiment, personne n'essentialise davantage le juif. On a toujours voulu construire le juif pour pouvoir le reconnaître, on a toujours eu du mal à le faire, mais enfin, s'il y en a un qui se livre à cet exercice avec patience et précision, enfin, il voudrait être précis, c'est Céline. Donc il y a vraiment l'idée d'une réalité biologique essentielle du juif. Et dans le même temps, cette réalité essentielle se présente d'emblée comme une hybridation. Comme si le juif, c'était l'essence pure de l'impureté. Oui, tout à fait. Et donc, il faut, en se débarrassant du juif, se débarrasser de la souillure, du mélange. Alors là, il y a la belle étude de Jean-Pierre Richard sur la nausée de Céline, où il évoque tout cet imaginaire du miasme, du mélange, du mou, de ce qui dégouline, etc. Et donc, on dirait que Céline a besoin de cette fermeté, de cette dureté, du manichéisme, du nazisme, de la dictature, de la trique, pour rétablir de l'étau, même l'étau du froid et du travail dans le voyage, pour tenir tout ça. Mais quand il veut se débarrasser du mélange, il veut pas se mélanger avec les juifs ou il veut se débarrasser du juif comme figure du mélange ? C'est vrai, c'est exclure l'idée même de mélange. Le juif porte avec lui l'idée même de mélange ou de métissage ? Il est le médiateur du métissage ? Oui, tout à fait. Oui. Les Juifs sont aussi des antiracistes qui négrifient l'Europe, qui poussent au mélange des races, comme l'Église d'ailleurs. Mais pour Céline, l'Église chrétienne et le judaïsme, c'est pareil. Le christianisme est la légende tramée par les Juifs tramée par les Juifs pour la perte des Ariens. Vous voyez ?
Oui, c'est se débarrasser de la souillure, du mélange. C'est-à-dire que l'essence du juif, c'est précisément d'être cette souillure, ce mélange, cette hybridation, quoi. Donc c'est pour défendre l'essence, la pureté de l'essence de toutes les races, au fond, qu'il veut se débarrasser de celui dont l'identité les emprunte toutes ou emprunte un peu à chacune, le juif. Le cosmopolite, le bigarré, le mélangé, le souillé d'emblée. Alors la race qu'il veut défendre, c'est tout de même la race aryenne, dont il a des définitions d'ailleurs contradictoires, mais en définitive, c'est plutôt la race aryenne au sens nordico-germaniste. Ce qu'il faut défendre, c'est le celte, le breton, le flamand, etc., le nordique, contre tout le reste qui est mélange et qu'il méprise. Alors ça commence au latin, ça commence aux provençaux, et ça va jusqu'en Orient, et on passe par les juifs. Enfin, c'est une sorte de vaste amalgame, hein, là aussi. Oui, mais en vertu de quelle classification? Quel est le cuvier de cette taxinomie? Qui s'est aventuré à expliquer que les races latines, c'était le juif, le nègre? Quel scientifique s'est penché sur cette affaire? Qui est le Gobineau qui a donné le jour à toutes ces conceptions qui se vivent elles-mêmes comme scientifiques? Alors ça, je ne sais pas si un acte de naissance d'une telle connerie. Oui, je crois que c'est plutôt un raisonnement par amalgame de toutes les haines, de tous les mépris. Il y a d'ailleurs un passage dans Bagatelle comme ça, où il fait ce raisonnement par amalgame, et on a l'impression il passe du latin, enfin les francs-maçons, les latins, la Grèce, l'Orient, le juif. Et on a l'impression de lire une sorte de caricature du raisonnement par amalgame. Simplement, on n'est pas chez Montesquieu, on est chez Céline, et apparemment, il y croit. Moi, je dirais qu'il y a une forme de bêtise là-dedans. Collaborationnisme, antisémitisme, conspirationnisme, amalgame et bêtise de Céline. On revient sur le cas Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain qui fut au fond de son génie, le creuset de toute la haine du monde. À tout de suite. Qui vive sur Europe 1. Raphaël Antoven. En juin 1940, la France est occupée par l'armée allemande. Le territoire métropolitain est alors divisé en deux parties par une ligne dite de démarcation. La zone occupée par les forces armées du Troisième Reich au nord et la zone dite libre au sud. À cette époque, Céline, Louis-Ferdinand Céline, s'il ne signe pas à proprement parler d'articles, envoie des lettres aux journaux collaborationnistes et tente d'en fédérer les différents mouvements. Annick Durafour, on parle avec vous de l'antisémitisme de Céline depuis le début de cette discussion. Comment peut-on, comme Céline, se vivre comme un antisémite original au temps de la domination allemande ? Alors, je ne sais pas s'il cherche à se vivre comme un antisémite original. En tous les cas, il est un antisémite fanatique et radical. Et inaugural. Il dit, pour devenir collaborationniste, j'ai pas attendu que la commandanture pavoise au crayon. On n'y pense pas assez à cette protection de la race blanche. C'est maintenant qu'il faut agir parce que demain, il sera trop tard. Oui, là-dedans, Céline dit qu'il n'est pas un converti. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se convertissent plus ou moins au nazisme, au racisme, après coup. Lui, il fait partie des précurseurs, comme les durs, comme tous les collaborationnistes qui se vantent d'une arrestation, par exemple, sous la Troisième République, ou une condamnation. Les collaborationnistes, je veux dire, c'était les Français qui étaient encore plus nazis que les nazis. Écoutez ça. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne Pas la comprends peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis! La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Seulement, elle nous a lâchés au meilleur moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on voudrait bien savoir la fin. Ce que je veux dire, vieux crouton? Lâchez ma mère! T'as gagné, toi, la pute! C'est toi que je vais me faire un plaisir d'interroger. Tu pars tout de suite ou je te fais couler en bain? Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom! Je pense! Général, je pense! Excusez-moi, général, je vous avais pris pour un autre. Mais qui êtes-vous? Adolfo Ramirez, Gestapo. Mais comment oses-tu venir ici avec ta horde de rats immondes? Écoutez, mon général, je suis de la Gestapo, je mène une enquête, je ne fais que mon devoir, mais je me demande si vous faites bien le vôtre. Il me donne un cours, bravo! Approche d'un jour, je vais te donner une leçon pour la mémoire.
Alors Annick Durafour, dans Papy fait de la résistance, le film de Jean-Marie Poiret sorti en 1983, Gérard Jugnot, dont c'est l'un des meilleurs rôles, je dois dire, joue un policier de la Gestapo qui fait du zèle et recherche un soldat anglais qu'une famille de résistants aurait caché. Mais ce qui est intéressant, c'est ce zèle, justement, le zèle de Jugnot, sa volonté, enfin du personnage qu'il incarne, sa volonté d'être plus nazi que les nazis, voire de leur donner des leçons de haine. On revient à Céline. Comment les Allemands percevaient Céline ? Comme un agent qui pouvait leur être utile ou comme un histrion complètement allumé, un peu comme le Ramirez qui encombre la Gestapo plus qu'autre chose dans le film? Alors moi, Céline, il est plus proche de Brasillac ou de Gérard Jugnot? J'aurais tendance à dire que l'histrion fait lui aussi partie de la légende distillatrice de Céline. Oui, tout ça c'est pas sérieux, etc. Mais là, quand même, ce qu'on a trouvé, ce qu'on peut établir, c'est que ce Céline-là, c'est un collaborateur. Ça, là, je reproduis les paroles de Knorren, qui dirige la police allemande en France. Il fait partie des collaborateurs volontaires des services allemands. Son nom est dans la liste des membres potentiels de l'Office central juif qui sera créé par loi française comme le commissariat général aux questions juives. Donc il a dénoncé par exemple le docteur Hogarth. Exactement, oui. C'est un fait. Donc Céline a dénoncé. Céline a dénoncé, ça c'est incontestable. Moi j'ai pu recenser... Le docteur haïtien Joseph Hogarth, il l'a dénoncé pour récupérer sa place au dispensaire de Beson. Oui. Il le dénonce d'abord comme médecin étranger juif non naturalisé et puis mieux informé dans un second temps comme médecin nègre haïtien qui doit être renvoyé à Haïti, quoi. Donc il demande l'application des lois d'août 40 pour virer Hogarth et pour prendre sa place. Alors il n'a pas dénoncé que le docteur Hogarth, à qui d'ailleurs nous dédions notre livre avec Georges Zerafa. Il a dénoncé Robert Desnos, qui perd d'ailleurs son poste de chef des informations aujourd'hui. Il dénonce Charles Cros. Les deux poètes, Robert Desnos et Charles Cros, deux poètes admirables, dénoncés par Céline. Tout à fait, oui. Ensuite, il dénonce des médecins, le secrétaire des médecins de Seine-et-Oise, un certain Makiewicz. Alors, il faut dire qu'à chaque fois, ces dénonciations ne sont pas anodines, quoi. Les gens, le fils de Charles Cros, se rend au journal pour dire non, attention, mon père n'est pas juif. Pareil pour Makiewicz, il tient à ce qu'on rétablisse les choses. Il est immigré polonais. La famille a versé son sang pour la France, etc. Parce que ces dénonciations pouvaient évidemment à l'époque valoir arrestation de la Gestapo. Et puis il y a la rencontre avec Junger, capitaine de l'état-major de l'armée allemande à Paris, qui rencontre Louis-Ferdinand Céline, comme il se doit à l'Institut allemand. Et le témoignage de Junger est un témoignage accablant. Il raconte que Céline était stupéfait que nous, soldats allemands, dit-il, ne nous fusillions pas, ne pendions pas, n'exterminions pas les juifs. Il était stupéfait que quelqu'un disposant d'une baïonnette n'en fit pas un usage illimité. Même Junger s'étonne de la violence de Céline. Oui, alors là, effectivement, on peut penser au rôle de Jugnot. Il en rajoute. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en fait, Junger est capitaine d'état-major dans la Wehrmacht. Il n'est pas nazi. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il n'aimait pas Céline, effectivement. Alors, ce témoignage de Junger, qui est accablant, qui est terrible, il est en général décrédibilisé par les biographes. Simplement, ce qui est gênant, c'est que ce témoignage, il est recoupé par celui de Gerhard Ehler, qui est chargé de la censure à la Propagandastafel, qu'il est recoupé par surtout une lettre que Céline envoie à Maritia Navaggia 4 ans avant, et où il fait preuve de la même violence exterminatrice. Rappelons que dans le récit que Junger fait de cette entrevue avec Céline, il raconte que Céline lui a dit la chose suivante: si les bolcheviks étaient à Paris, ils vous feraient voir comment on s'y prend. Ils vous montreraient comment on épure la population quartier par quartier, maison par maison. Si je portais la baïonnette, je saurais ce que j'ai à faire. Alors évidemment, l'enjeu d'un tel témoignage est crucial. Donc, peut-on affirmer aujourd'hui, avec le travail que vous avez fait, notamment avec Pierre-André Taguieff, pouvez-vous affirmer que cette entrevue a bien eu lieu et que le témoignage que Junger en rapporte est crédible ? Mais écoutez, moi je le compare à celui de Gerhard Ehler, où Céline emploie la même expression quartier par quartier, par exemple. Il faut examiner quartier par quartier. Et dans la lettre à Maritia Navaggia,
qui est privé, que Jünger ne peut pas connaître, 4 ans avant, il évoque la liquidation d'un quartier juif à la mitrailleuse par Hitler. Et donc, en fait, il met cette liquidation d'un quartier juif à la mitrailleuse, c'est un peu le modèle et la bonne méthode. C'est le modèle de Bagatelle. Il justifie de Bagatelle pour un massacre. Voilà, il justifie son absence de distinction entre les bons juifs et les mauvais par cette liquidation aveugle. Radicale. Il faut pas faire de distinguo, il faut pas rentrer dans les nuances. Zone sud, écrit Céline à Henri Poulain, après que Brasillac en personne a refusé un article de Céline. Fallait le faire quand même pour déplaire à Brasillac. Zone sud, écrit Céline, peuplée de bâtards méditerranéens, de narbonoïdes dégénérés, de nervis félibres, gâteux parasites arabiques que la France aurait eu tout intérêt à jeter par-dessus bord. Au-dessous de la Loire, rien que pourriture, fainéantise, infect métissage négrifié. Hey, der Straplitz-Hültensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwerden und das Sauerkraut. Hey, der Filtensack der Pillerten, ein Tomelier wie ein Strapp, und der Blitzensack der Hülz. Hey, die kleiner Strapp mit der und der Strapp der Sauerkraut mit der Juden. Und der Leberwurst mit der Juden. Und der Juden. Son Excellence vient de dire quelques mots sur le peuple juif. Alors Annick Durafour, on reconnaît évidemment ici Hinkel, le Hitler parodique de Chaplin dans le film fabuleux Le Dictateur, film de 1940. On oublie que c'est en 40 qu'il a fait ce film. C'est un Hitler qui vire au ridicule, qu'on tourne en dérision et qui n'aurait pas manqué d'apparaître à Céline comme une propagande américaine anti-nazie et donc juive. Mais là où Céline, or Chaplin lui-même disait qu'il n'avait pas l'honneur d'être juif, mais là où Céline touche au délire, c'est quand il croit que les Juifs ont vraiment remplacé Hitler par un sosie. Racontez-nous ça. Oui, ça c'est en fait Benoît Méchain qui raconte un dîner à l'ambassade en février 1944, en présence évidemment d'Abetz, Otto Abetz, l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur du Reich à Paris. Voilà, avec Benoît Méchain, Drieux-La Rochelle et Jeanne-Paul et Céline. Et donc Drieux-La Rochelle et Abetz discutent le recul des armées allemandes, etc. Ils sont inquiets. Oui, voilà, on est inquiets en février 1944. On fume des cigarettes, on est inquiet. Et Céline, à un moment, les interrompt et explique, mais enfin, pourquoi ne dites-vous pas la vérité? Vous le savez très bien, Hitler est mort, les Juifs ont réussi un coup extraordinaire. Les Juifs l'ont remplacé par un des leurs. Voilà. Et comment il se justifie alors? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ses preuves? Alors, ces preuves, ce sont pas des preuves, en fait, ce sont des indices, c'est-à-dire, les armes, c'est la défaite allemande qui s'annonce. C'est la défaite des Ariens. Alors, dans l'esprit de Céline, si c'est la défaite des Ariens, eh bien, c'est le triomphe des Juifs. Et puis, c'est aussi le raisonnement à qui ça profite. Ça, c'est le raisonnement conspirationniste par excellence. Si les Juifs ils gagnent quelque chose, cette défaite arienne, cette défaite hitlérienne, eh bien, c'est qu'ils y sont pour quelque chose. La question à qui profite le crime est une question qu'on applique au conspirationnisme comme à l'antisémitisme depuis la naissance de l'antisémitisme, puisqu'au départ, c'est le crime du peuple déicide. Donc évidemment, c'était à qui profitait le crime. C'est une question qui est apparue dans le lexique de l'antisémite comme dans le lexique du conspirationniste, si tant est qu'il n'ait pas été les mêmes dès le début. Oui, tout à fait. À chaque fois, c'est le même raisonnement, c'est-à-dire si les Juifs sont émancipés par la Révolution française. C'est donc qu'ils ont ourdi la Révolution française voilà. Pour gagner leur liberté. Exactement. Et à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Alors Céline aussi, en conspirationniste paranoïaque, en fait, appuie son délire sur des indices. Alors il y a la défaite allemande qui est une catastrophe, évidemment, pour lui. Mais en même temps, on observe que Hitler a changé. Et ça, les historiens le confirment. Hitler, à la fin de sa vie, enfin en 1944, disons, est malade, est diminué, etc. Bizarre, c'est plus le même. Eh ben, c'est que les Juifs il y a un Juif qui a pris sa place, quoi. Mais Céline, qui se veut si originale, devrait admettre que c'est ici un des rares moments où il manque singulièrement d'originalité, puisque Chaplin a eu l'idée d'un sosie d'Hitler avant lui, et Lubitsch, en 1942, dans To Be or Not to Be, a eu la même intuition, Annick Durafour. Donc c'est intéressant parce que lui, évidemment, c'est une version paranoïaque et angoissée de l'homme qui redoute que le bon Hitler ait été remplacé par un vilain juif. Mais enfin, c'est une intuition, c'est une idée qui le précède.
Oui, tout à fait. C'est pas lui qui invente ça, hein. On peut imaginer d'ailleurs qu'il a entendu parler de ces films, à défaut de les avoir vus évidemment, mais il est très attentif à la propagande alliée, hein. Donc ça c'est possible. Et puis il y a un autre, alors pour Céline, il y a un autre indice, c'est que les dictateurs ont parfois réellement des sosies. Il paraît que Saddam Hussein en avait, Staline en avait, etc. Donc vous voyez, là, il y a un raisonnement qui est à la fois délirant et qui s'appuie sur des petites observations, des petits indices, et on reconstruit tout ça, évidemment, en trouvant toujours la même réponse, celle qu'on avait avant dans la tête. Le tout servi par un ennemi fantasmé. L'ennemi est prodigieusement averti, dit-il, multiforme, jamais endormi, d'une vigilance atroce. C'est le diable. Il parle des juifs, hein. Et il continue. Le juif n'est jamais seul en piste. Un juif, c'est toute la juiverie. Ça, c'est une lettre à Jacques Doriot en 42. Un juif seul n'existe pas. Un termite, toute la termitière. Une punaise, toute la maison. Oui. Alors, effectivement, Céline fait appel en fait aux stéréotypes antisémites. Un juif seul n'existe pas. Ils se tiennent, hein. Ils se soutiennent, etc. C'est pour ça il ne faut en laisser aucun. Il ne faut en laisser aucun, parce que si vous en avez un, vous les avez. Il faut fouiller tous dans les placards, chercher les enfants, etc., parce qu'ils se tiennent. Voilà. De même pour le microbe, hein. Il y a la métaphore du chirurgien qui élimine tous les microbes du champ opératoire. Je te trouverai charogne un vilain soir, je te ferai dans les mires 2 grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du champ. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rade sur la pile, j'aurai des crosses avec mimine au trou cimetière des bons enfants. Un texte de Céline et la voix de Louis-Ferdinand Céline pour clore cette émission. Comme des proches le disaient de Marguerite Duras, Céline n'a pas fait qu'écrire des conneries, il en a aussi chanté et enregistré. Merci Annick Durafour infiniment d'être venue nous voir, d'être venu partager vos lumières sur Céline. Je rappelle le titre de votre livre écrit à 4 mains avec Pierre-André Taguieff, Céline, la race, le juif, c'est chez Fayard. C'est important d'avoir ce livre, de feuilleter ce livre, de travailler sur ce livre, car il fournit l'appareil critique dont nous sommes pour l'heure privés à propos des fameux pamphlets infâmes. Merci à Julien Tricard et Thomas Caillé, bien sûr, à la préparation et la réalisation de cette émission. Et une question, chers auditeurs, pour vous. Avez-vous le sentiment, au terme de cette discussion, que les pamphlets de Céline sont susceptibles de convertir qui que ce soit à la cause de l'antisémitisme? Peut-être aura-t-on l'occasion d'en reparler sur Europe 1. On se retrouve la semaine prochaine de 13h à 14h sur un tout autre sujet et dès lundi matin à 8h36 pour le fin mot de l'info dans la matinale de Patrick Cohen. Retrouvez Qui Vive tous les dimanches de 13h à 14h sur Europe 1 et un podcast sur europe1.fr.